Avez-vous entendu parler du nouvel algorithme de OpenAI GPT-3 ou GPT-3? Oui, oui, vous avez bien entendu GPT-3, ce nouvel algorithme qui serait le plus près de l'intelligence humaine jamais développée. Pour en apprendre davantage et savoir finalement si je vais me faire remplacer par un robot, on en discute avec Nicolas Garneau, qui est doctorant à l'Université Laval en informatique. Il se spécialise en intelligence artificielle et plus précisément en traitement des langues naturelles. On va définir les capacités de GPT-3, on va parler de ses limitations et on va parler des prochaines étapes dans ce domaine d'expertise qui est le traitement des langues naturelles. C'est rappé, on l'a, c'est bon les gars, on l'a. Salut Nicolas, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Donc cette semaine, je t'ai invité pour nous parler un petit peu de ce que tu fais, puis plus spécifiquement de GPT-3, mais on pourrait commencer par, tu pourrais commencer par nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es ici avec nous cette semaine. Yes, absolument. En fait, ce que je fais régulièrement dans la vie, c'est de travailler avec des données textuelles. Je fais mon doctorat en informatique à l'Université Laval, où est-ce que je travaille justement avec des modèles de langue. J'étudie c'est quoi leur comportement, comment on peut les utiliser dans des différents contextes, surtout en industrie. Puis, en fait, j'ai fait mon bac maîtrise à l'Université Laval, où est-ce qu'à ma maîtrise, j'ai commencé à travailler avec tout ce qui est le NLP, tout ce qui est le traitement automatique de la langue naturelle. Puis, euh, ce qui définit le NLP, c'est surtout je préfère l'expliquer plus par des applications, c'est un petit peu plus concret. Tu peux penser à, par exemple, extraire l'information dans des documents textuels, une information qui est pertinente pour faciliter le travail de quelqu'un, par exemple. On a même exemple très concret qu'on utilise pratiquement tous les jours, qui est Google Traduction ou DeepL aussi, qui s'en est des traducteurs automatiques assez performants. Fait que, c'est tout ce qui est traitement avec le texte numérique écrit. Je ne travaille pas avec ce qui est ce qu'on appelle plus du speech recognition ou ce genre de truc-là, plus traitement de signaux, ainsi de suite. Là, mais c'est vraiment tout le textuel numérique. Puis spécifiquement en génération textuelle. Ouais, donc, ce que je comprends, là, c'est en gros, tu analyses du texte pour être capable de soit faire des traductions, soit générer du nouveau texte, soit peut-être un petit peu d'analyse du sentiment. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu... J'ai pas particulièrement fait de l'analyse de sentiments. On est plus en classification de texte. Puis bon, j'allais traduction automatique comme un exemple. J'en fais pas spécifiquement la traduction automatique. Mais concrètement, je travaille beaucoup avec l'extraction d'informations dans des corpus de texte, puis en génération automatique. Puis, dans le fond, l'exemple que je peux te donner sur lequel je travaille actuellement dans mon doc, c'est vraiment, on veut extraire de l'information de des documents juridiques pour venir générer une espèce de résumé de ce document-là qui n'est pas nécessairement lisible pour tout le monde. Puis, ce qu'on veut, c'est d'en créer un résumé qui est digeste, mettons, pour des personnes comme toi et moi qui n'est pas nécessairement calé en droit. Ah, ben ça peut être super intéressant, mais je pense à le fameux cas d'usage de tout ce qui est tout ce qu'on agree sur Internet, là, puis il y a des pages, des pages, des pages. Fait que, Ouais, tu pourrais justement extraire l'information puis dire rapidement à quelqu'un à qu'est-ce que ça quoi. implique, là? Ouais, c'est ça. Donc, super intéressant. Sinon, tu es membre de Baseline. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de l'organisation, puis qu'est-ce que ça. Ouais, en fait, dans Baseline, on est un regroupement de chercheurs, finalement. On est comme 8 chercheurs qui gravitent autour du même laboratoire de recherche à l'Université Laval, qui est le laboratoire de recherche en apprentissage automatique. Puis, bon, on a tous des backgrounds un peu différents, mais un peu complémentaires aussi. On a des gens qui sont très informatiques, d'autres plus en physique, maths. On a des actuaires. Puis, on gravite tout autour du data science, mais avec des compétences un peu plus orthogonales, si on veut. Puis, bon, au fil du temps, on offrait chacun indépendamment un peu nos services aux gens de l'industrie. On s'est dit, ben, pourquoi pas allier nos forces pour avoir un peu plus de manpower pour le faire. Puis c'est un peu de là qu'est né Baseline pour allier nos forces et l'offrir à l'industrie. Parfait. Ceci étant dit, c'est sûr qu'on est tous des étudiants à temps plein, fait que c'est sûr qu'on fait ça plus à temps partiel, on fait plus de la consulte en ce moment.
Mais c'est ça, là, on offre des services de consulte en intelligence artificielle. Cool. Parfait. Donc, si quelqu'un est à l'écoute et il cherche ça, contactez Baseline à Québec. Sinon, plus spécifiquement, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi de GPT-3. Donc, en juillet dernier, OpenAI sortait sa version bêta, son API pour GPT-3, qui a fait pas mal jaser par ses capacités à caractère humain, disons, de l'algorithme. Ouais. On a parlé un petit peu du NLP. Donc, GPT-3 est une application de NLP. Qu'est-ce qui est, d'après toi, le plus frappant par rapport à cette itération de OpenAI? Pour être franc, j'avais pas lu le paper de GPT-3 avant que tu m'envoies un courriel pour qu'on se parle de GPT-3 parce que j'ai lu quand même en profondeur le papier original GPT, puis le deuxième qui était GPT-2, où est-ce qu'on a commencé à voir c'est quoi ce qui était, selon moi, ce qui était le outstanding work, c'est la performance de ce modèle-là en zero shot ou en few shots sur les tâches de NLP. Puis c'est un peu le take-home message, je pense, du troisième papier GPT-3. Ce qui est intéressant, c'est que oui, ils ont fait un peu une démonstration de force, puis ils ont entraîné un modèle qui est immense. Puis je pense que c'est un peu un des points qu'ils voulaient montrer, c'était qu'on était capable d'entraîner ce style de modèle-là qui était vraiment immense. Mais point de vue architecture, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis GPT-2. C'est essentiellement la grosseur des datasets sur lesquels il était entraîné puis la grosseur du modèle qui a changé. Il n'y a pas une plot twist dans le papier de GPT-3. Mais ce qui est important de réaliser, c'est les performances du modèle en zero shot et en few shot de GPT-3 qui ont augmenté, qui sont devenus encore meilleurs que GPT-2, mais qui battent aussi des modèles state of the art qui sont entraînés spécifiquement sur un dataset. Peut-être que tu pourrais définir pour notre audience le zero shot puis le few shot. Je m'en allais vers là, effectivement. En fait, du zero shot, tu peux définir ça un peu comme. Commençons par comprendre un peu comment s'entraîner le GPT. Finalement, là, c'est un peu ce qui est la beauté de ce modèle-là. En fait, je pense c'est que c'est un modèle qui est autorégressif. Puis la seule tâche qu'il apprend à faire, c'est vraiment très, très simple, c'est de compléter, de prédire le prochain mot dans une phrase, finalement. Fait que si j'ai la phrase Nicolas se dirige vers le bar pour se commander un verre de. Mais étant donné le contexte que je viens de te donner là, tu as des mots qui te viennent à l'esprit, comme peut-être un verre de bière, un verre de vin, un verre de whisky. Plus tu as de contexte, plus le modèle va être capable de prédire ce prochain mot-là avec une précision plus intéressante. Fait que, ce que j'ai pété essentiellement, c'est qu'il va prendre un gros contexte, il peut prendre un paragraphe, il peut prendre quasiment un document complet, puis tu demandes tout simplement, prédis-moi le prochain mot qui va suivre étant donné ce contexte-là. Puis c'est comme ça qu'on l'entraîne avec la descente des gradients, on met à jour les paramètres, puis c'est comme ça qu'il devient très bon à générer du texte, justement, parce que si je suis capable de prédire le prochain mot, nécessairement, je vais être capable de prédire le deuxième, le troisième, et c'est le même que je me mets à générer du texte. Et puis, ce qui est, là, on s'en va vers le zero shot, qui est, GPT est entraîné juste à prédire les prochains mots. Mais là, ce qu'on a fait, c'est que, ce que OpenAI a fait, c'est évaluer la capacité à GPT à raisonner sur des tâches ou à être évalué sur des tâches sans nécessairement donner de signal, sans jamais, en fait, donner de signal de cette tâche-là spécifique. Par exemple, on peut penser à la traduction thématique, c'est un des trucs sur lesquels ils l'ont évalué. La manière qu'ils vont conditionner GPT ou qu'ils vont essayer de l'emmener vers la bonne direction, c'est qu'ils vont présenter une série de paires. Là, on est dans le few shot. Ils vont présenter une série de paires, que, par exemple, cheese, fromage, horse, cheval. Puis après ça, ils vont présenter, par exemple, mouse. Ils vont juste demander à le GPT de venir compléter qu'est-ce qui devrait se retrouver là. Et là, GPT va prédire un mot, puis on l'espère, ça va être souris, par exemple. Mm-hmm. Et ça, on est dans le few shot. Dans le zero shot, on va juste dire à GPT, mouse, quelle est sa traduction? En fait, quel est le prochain mot que tu devrais dire après mouse?
Là, c'est sûr que c'est beaucoup plus tough pour GPT de raisonner sans qu'on lui dicte carrément c'est quoi la tâche qu'il devrait faire. Puis c'est bon, dans le papier, on évalue là, un paquet de tâches qui sont différentes, puis le degré de difficulté de ces tâches-là. Puis une des conclusions justement de l'article, c'est qu'il y a des tâches que GPT est capable de se rendre jusqu'à l'état de l'art, mais il y a beaucoup d'autres tâches que on est encore loin derrière, juste au niveau du raisonnement, soit en zero shot ou en few shot learning. Mais lorsqu'on veut, puis l'étude n'a pas été faite dans ce papier-là à faire du fine-tuning de ce modèle-là, donc de pré-entraîner sur un gros corpus de texte puis de venir mettre à jour les paramètres sur la tâche. On n'a pas fait cet exercice-là, mais c'est clair que ça suppose que si on va le fine-tuner, le modèle va être hyper performant. Oui, c'est clair. Puis, quelque chose qui était, en fait, ce qui est particulier avec cet algorithme-là, c'est qu'il est agnostique aux tâches. C'est dans cette idée-là. Puis, qu'est-ce qui est. Peut-être tu peux expliquer un petit peu ce qu'est la différence entre ce type de modèle-là et des modèles qui sont spécifiques à certaines tâches? Bien, en fait, les modèles qui vont être spécifiques à la tâche, c'est qu'on va vraiment les designer pour répondre à ce problème-là. Comme dans un modèle de traduction dramatique, par exemple, souvent, on va avoir ce qu'on appelle la partie encodeur-décodeur. On va avoir l'encodeur qui va venir encoder la phrase dans la langue source et tu vas avoir ta partie décodeur qui va venir écrire ta phrase dans la langue cible, par exemple. Là, tu as vraiment une architecture qui est spécifique à faire ça. Et là, GPT, pourquoi c'est agnostique? C'est comme je te disais, au lieu d'avoir cette architecture-là d'encodeur-décodeur, on le conditionne, puis là, ça c'est vraiment spécifique à GPT-3 dans son évaluation. On va le conditionner à l'input directement. C'est vraiment le conditionnement se fait, il me semble dans le papier, il y avait ça un conditionnement in context, je pense, où est-ce que tu vas lui présenter certains exemples dans l'historique, si on veut, dans son prompt, pour l'amener à répondre, on l'espère correctement, à certaines questions que tu peux lui poser. Contrairement à où est-ce que tu vas avoir une architecture qui va être designée spécifiquement pour faire ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il est plus intelligent jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, ça, c'est sûr que ça sera... ça va difficilement être meilleur qu'un modèle qui, lui, est fait pour la tâche ou que, si on compare un GPT-3, modèle, à compétence égale, si on veut, c'est sûr qu'un modèle qui a été fine-tuné sur un jeu de données spécifique va être forcément meilleur. Mais je pense que ce qui est important de comprendre de ça, c'est que c'est un peu comme tu l'as dit, le modèle est agnostique. La tâche du jeu de données, on essaie juste de lui donner des pointeurs, de lui donner des cues sur qu'est-ce qu'il devrait accomplir comme tâche. Puis il réussit à le faire dans certains contextes. Oui, puis par rapport à, tu en as parlé un petit peu, là, mais par rapport à GPT-2, mis à part le fait qu'il y a plus de paramètres, il y en a vraiment plus. On parle de 1,5 milliard de paramètres pour GPT-2 puis 175 milliards de paramètres pour GPT-3. Il n'y a pas grand-chose de différent? Ou? Le jeu de données aussi, ils ont augmenté beaucoup de jeux de données. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant de noter aussi, c'est que le modèle overfit même pas encore le dataset. Il y aura encore de la capacité à augmenter le modèle si on voudrait vraiment overfitter le training set. Mais c'est essentiellement, bon, il y a peut-être des twists architecturaux que je n'ai pas été très en profondeur dans ce qu'ils ont modifié, mais d'après leur papier, essentiellement, c'est le même style d'architecture que GPT-2, sauf qu'ils ont augmenté les capacités du modèle et le dataset. Ouais, puis comment t'expliquerais ça en termes simples? Le nombre de paramètres. Des fois, il réfère au nombre de paramètres par rapport au nombre de neurones dans notre cerveau. Est-ce que tu t'aimes ça, cette allusion-là? Ou... Mettons, définition un petit peu plus barbare, là, c'est plus juste comme la capacité à retenir l'information, si tu veux. Là. Puis c'est un peu un parallèle avec l'overfitting, si tu veux. Là. Plus tu as de paramètres, plus tu vas être capable d'apprendre par cœur les données d'entraînement. C'est sûr que c'est pas ça qu'on veut, on peut apprendre par cœur les données d'entraînement. Mais on peut voir la capacité, le nombre de paramètres comme étant la capacité du modèle à inférer des patrons, puis à être capable de déduire ce qui est pertinent dans ton ensemble d'entraînement. Mm-hmm. Non, c'est clair. Et on a vu sur Internet, là, sur des tests, des gens qui ont eu accès à l'API, des GPT-3
avec une capacité de générer du code HTML, à quel point il va être capable dans un futur proche de générer du code ou c'est juste vraiment, ils ont scanné Stack Overflow jusqu'à un certain point puis ils trouvaient des mots puis ça ressortait du code? Ou... Ben écoute, c'est une bonne question. J'ai vu passer une couple d'applications sur LinkedIn. J'ai pas été voir nécessairement leur implémentation puis les papiers qui en sortaient s'il y avait un papier associé à ça. Mais c'est clair que dans une perspective où est-ce que potentiellement tu peux utiliser GPT pour ton use case à toi précisément, mais c'est clair que c'est un excellent starting point si tu as accès à ce modèle-là, puis tu as accès à le fine-tuner, puis à l'appliquer sur ton dataset. Parce que tu comprends déjà un peu, en fait, c'est quoi la structure d'une phrase, comment on organise des paragraphes, comment un document pratiquement s'organise essentiellement. C'est un peu l'une des forces du modèle de langue. Puis après ça, si tu viens juste le peaufiner pour ta tâche spécifique, ben c'est là que tu peux comme créer une panoplie de modèles génératifs qui vont être spécifiques à ta tâche, générer des poèmes, générer des tunes, de la musique, des verses, ainsi de suite. Puis tu pourrais potentiellement générer un paquet d'affaires. C'est sûr que de fine-tuner ce modèle-là, ça reste que ça coûte quand même des sous. C'est des gros modèles, c'est assez tough à fine-tuner. C'est pas donné à tout le monde. Puis je pense que c'est un peu aussi une des décisions d'OpenAI de mettre un paywall devant ou un certain accès, une certaine restriction pour ce modèle-là. Puis, ben, somme toute, je pense qu'il y a un potentiel assez énorme avec GPT-3 à faire de la génération de toutes sortes. Oui, donc il y a un potentiel énorme, mais on ne renvoie pas encore nos développeurs parce qu'on va être capable de. Non, je pense qu'on n'est pas rendu là. J'ai vu, une des applications intéressantes que je voyais, c'était, je pense que tu pouvais générer une page HTML selon juste comme ce que tu dis que tu vois dans la page finalement. Ce qui est quand même cool. Mais je pense que bon, il y a peut-être des applications plus concrètes, plus intéressantes qui pourraient potentiellement aider plus de monde. Mais c'est sûr que je trouve que c'est quand même cool de voir qu'on peut générer du code HTML juste à partir d'un prompt. Oui, exact. Puis tu parles d'autres applications. Qu'est-ce qui te vient en tête avec soit GPT ou le NLP en général pour, par exemple, une PME ou une plus petite entreprise? Qu'est-ce qui pourrait être fait dans les prochaines années pour les aider? Hein? C'est sûr que essentiellement, ce qu'on veut, c'est réduire les tâches qui sont répétitives ou réduire ce qui est ce qui est du bruit puis bon. Une des tâches qui aide beaucoup de gens, je pense, puis c'est une tâche qui est quand même très, très dure, qui n'est pas encore résolue, c'est de résumer les documents qui peuvent avoir comme 50, 100, 1000 pages. Par exemple, les condenser en un certain nombre de paragraphes. Bien là, où le générateur entre en jeu, ou un GPT pourrait entrer en jeu, c'est de générer justement ce résumé-là conditionné sur une espèce de long rapport, par exemple, un long rapport scientifique qui pourrait aider la personne qui n'a pas besoin de se le taper au complet ou qui a au moins une idée de à quoi ça consiste. L'autre endroit que je verrais qui pourrait aider les PME, là encore, c'est l'aspect des chatbots. Il y a toujours un hype par rapport aux chatbots. Jusqu'à présent, je ne connais pas beaucoup de chatbots qui sont seulement génératifs. C'est beaucoup, beaucoup basé sur des règles. Puis on ne veut pas que le chatbot se mette à générer un paquet de conneries à nos clients ou à notre personnel. Mais éventuellement, si on est capable de bien contrôler cet aspect-là, un générateur comme le GPT-3, puis de donner une bonne direction, puis s'assurer qu'il n'y a pas de drift dans la conversation ou quoi que ce soit, ça peut potentiellement aider beaucoup à répondre à des questions, puis de réduire la charge de travail à soit le service à la clientèle ou n'importe quel endroit où est-ce que tu dois fournir des réponses à tes clients ou quelque chose du genre. Ouais, fait si je résume, en gros, c'est de rendre les employés plus efficaces en réduisant leurs tâches. Leurs tâches redondantes qui impliquent du texte, exact. Exactement. Là.
Sinon, qu'est-ce qui s'en vient d'après toi dans les prochaines années pour le NLP en général ou pour OpenAI, je sais pas, GPT-4, qu'est-ce qu'ils vont faire d'après toi? Euh, ben, dans leur papier, ils ont quand même soulevé des points intéressants. Deux points qui, moi, me tiennent quand même beaucoup à cœur, c'est tout l'aspect un peu environnemental puis ce que ça coûte d'entraîner ces modèles-là. Mm-hmm. C'est sûr qu'un coup que c'est entraîné puis on veut le fine-tuner, c'est deux mesures qui sont différentes. Mais entraîner ce modèle-là, ça coûte quand même pas rien. N'empêche que le fine-tuner aussi, ça coûte quelque chose. Puis, tu sais, les auteurs du papier de GPT-3 le soulèvent que ce n'est pas nécessairement les modèles les mieux adaptés ou les plus énergie efficient, si on veut. Donc, il y a quand même de la recherche à faire à ce niveau-là. Si on peut designer des modèles qui sont beaucoup plus efficaces en point de vue énergétique. Puis, il y a tout l'aspect éthique de ces modèles-là, le fairness. C'est des modèles qui exposent beaucoup de biais en génération textuelle. J'ai des collègues aussi qui ont étudié ça. Où est-ce que, bon, puis même dans le papier de GPT-3 que je viens de lire, ben, c'est clairement un gender bias sur, par exemple, les professions. Puis en fait, c'est un biais des données qui se trouvent sur Internet. Puis un modèle qui est entraîné sur un jeu de données va toujours leaker le biais du dataset, peu importe ce qui arrive. En fait, si on prend pas les mesures pour retirer ce biais-là, puis je pense que ce qui va. Des trends en recherche qui vont émerger beaucoup, puis qui émergent déjà, c'est de retirer ce biais-là d'un modèle. Fait que je pense que c'est deux trucs qui sont hyper importants à considérer. Puis, je continue de penser qu'un modèle de deep learning, si on veut livrer à lui-même ou tout seul, ne pourra pas nécessairement toujours être la bonne recette. C'est important souvent d'induire une certaine connaissance experte pour réduire un peu justement ce besoin d'avoir le plus gros modèle, d'avoir le plus de données possible. Parce qu'on n'a pas les données à noter en main ou que pour un dataset qui est réduit parce que notre problème est très niche ou très spécifique, bien, ça peut payer d'inculquer une certaine expertise au modèle, puis de réduire sa taille, par exemple, puis d'essayer d'avoir le trade-off entre beaucoup de données et d'injecter une expertise dans notre modèle. Non, ben, c'est clair. Là, je pense que pour revenir juste sur le coût d'entraînement, je pense que ça a coûté des millions de dollars en info nuagique à OpenMind. Sinon, le côté biais, ben, c'est clair. Hein, il apprend du texte qui a été généré. Le texte qui a été généré depuis, disons, 25 ans, 25-30 ans, était très biaisé sur plein de problèmes. Donc, il va falloir régler ça. Et ben, c'est ça. J'avoue que vous avez encore des beaux défis devant vous. Sinon, en terminant, comment on peut te rejoindre? Si on a des questions, c'est quoi la meilleure place pour te les poser? C'est idéalement sur LinkedIn. Sinon, par courriel, je check mes courriels très régulièrement. C'est simple, mon courriel, c'est nicolas.garneau@ift comme informatique, puis laval.ca. Mais sinon, sur LinkedIn, je suis assez responsive. Puis ça me fait toujours plaisir de parler de NLP avec tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien m'envoyer un petit courriel juste pour soit brainstormer sur un problème ou juste me poser une petite question ou on jase un peu d'NLP. Bien, parfait. C'était vraiment super éclairant sur GPT-3. Et là, j'ai moins peur de perdre ma job face à ce modèle-là. Donc, merci Nicolas et c'est ça. Salut, merci. Merci, bye. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si le sujet vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à bientôt!